Je pense qu'il y a plusieurs raisons, à un moment donné, à l'essoufflement des Universal Monsters avec la Seconde Guerre mondiale. La première, c'est peut-être un épuisement des formes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, remettre en scène toujours les mêmes monstres dans cette esthétique-là, qui est très marquée, qui à un moment donné était extrêmement novatrice, issue de l'expressionnisme allemand, mais en même temps réinventée par les uns et les autres, évidemment, à un moment donné, il y a un épuisement d'une certaine imagerie. Effectivement, le public ne peut plus fonctionner de la même manière. L'autre aspect des choses, c'est qu'il faut voir que c'est l'émergence des Universal Monsters, c'est donc pendant la Grande Dépression, on est en 1931, et c'est une manière à la fois d'échapper au réel, à savoir la crise économique, vraiment cette espèce de désarroi propre à l'époque. Et, on essaye d'échapper à ça et en même temps on essaye de le traduire à l'écran avec un espèce d'écho déformé, d'où les figures monstrueuses, qui sont aussi peut-être un écho d'ailleurs aux gueules cassées de 14-18. Donc on est dans une espèce d'époque, et de fait la Seconde Guerre mondiale c'est un changement d'époque pour des raisons absolument évidentes. Et les représentations de la peur, des angoisses, etc., forcément, elles sont obligées d'évoluer. Et comme les figures monstrueuses, à ce moment-là, leur imagerie, elle, s'est épuisée, à force, par un procédé d'accumulation, il faut inventer de nouvelles choses. Et donc c'est le moment où, par exemple, on va avoir Val Newton, Jacques Tourneur, qui vont inventer un autre type de cinéma fantastique, néanmoins hérité d'Universal Monsters, parce qu'on invente de nouvelles mythologies, la féline, etc. Mais on va vers autre chose, on va vers un fantastique beaucoup plus diffus, beaucoup plus ancré dans la réalité, dans l'époque moderne. On est dans un fantastique de l'indicible, de l'invisible. On est loin du côté baroque et très démonstratif du comportement débridé des monstres. Donc on a cette évolution-là. Et puis, après-guerre, on arrive dans une autre période, c'est la guerre froide, et ça va être un terrain beaucoup plus propice à une certaine science-fiction, où on va jouer le jeu de la paranoïa, voilà, ça va être le météore de la nuit, ça va être tous ces films-là, genre dans lequel la Universal va à nouveau s'illustrer néanmoins. Mais les monstres classiques, à ce moment-là, ne sont plus aussi opérants que par le passé aux yeux du public. C'est vrai, quand les films de la Hammer débarquent sur les écrans, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, en fait, c'est un véritable scandale. Il y a tout d'abord ceux qui sont choqués par le fait que le genre désormais assume sa dimension agressive, sa dimension horrifique et sa dimension érotique de manière extrêmement frontale. On n'est plus dans quelque chose de suggéré comme dans les années 30, mais là on a vraiment l'idée, le Dracula incarné par Christopher Lee, c'est un donjon nocturne qui s'invite dans les chambres des jeunes filles la nuit, et les jeunes femmes, elles, sont consentantes. Donc on a vraiment cette idée-là. Et donc du coup, ça va vraiment être un espèce de scandale critique. On va avoir par exemple la critique d'inspiration catholique en France à l'époque, l'ancêtre de Télérama qui s'appelait Radio Cinéma Télévision, qui va littéralement partir en croisade contre le genre. On écrit à propos du cauchemar de Dracula que ce film va créer des générations de détraqués, de pervers, que c'est un attentat caractérisé à la dignité du public. Mais de la même manière, dans la presse communiste, on va dire que ces films-là sont scandaleux parce qu'ils détournent de l'horreur politique réelle du monde, donc ils sont aliénants. Dans la presse cinéphile, alors là c'est pareil, on estime que le genre fantastique est impropre à fournir des auteurs, donc du coup, voilà, on est dans un cinéma pour débiles mentaux, pour enfants, on parle de films infantiles. Et en même temps, on a aussi cette espèce de réserve qui consiste à dire qu'il s'agit certes de films infantiles, parce que qui croit aux monstres si ce n'est les enfants, mais en même temps, il faut prémunir le jeune public de ces films-là, donc on invente une nouvelle catégorie de films, ce sont les films infantiles pour adultes. Voilà, ça s'invente pas. Mais de la même manière, chez les rares amateurs de fantastique, à l'époque, parce qu'il n'y a pas vraiment encore de communauté de cinéphilie fantastique en tant que telle, il y a des figures marginales, en France notamment, eh bien, on peut voir que chez eux, il y a cette idée que les films de la Hammer sont scandaleux parce qu'on va piller les grands classiques de la Universal, on les qualifie de cette manière-là,
et pour en faire de pâles copies qui seraient vraiment très inférieures aux films signés par Todd Browning et par James Whale. Ça, c'est par exemple quelqu'un comme Michel Laclos, qui écrivait dans la revue Bizarre à l'époque, qui défend cette idée-là. Mais va avoir lieu une espèce de révolution dans les petits milieux de la cinéphilie. Ce sera l'apparition d'une revue en 1962 qui s'appelle Midi Minuit Fantastique, la toute première revue européenne consacrée au genre. Et dans cette revue, le numéro 1, ce sera un spécial Terence Fisher. Alors ça, c'est un geste extrêmement audacieux, parce qu'à cette époque-là, Terence Fisher, même si les films de la Hammer ont du succès au box-office, ce nom-là est tout à fait inconnu. C'est un geste éminemment provoquant vis-à-vis de la cinéphilie classique, mais même dans le microcosme de la cinéphilie fantastique, vis-à-vis de tous les gardiens du temple. Et parmi les gardiens du temple, il y a quand même à un moment donné ce glissement extrêmement important. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Boulet. Jean Boulet, c'était quelqu'un qui était l'un des pionniers de la cinéphilie fantastique. C'est quelqu'un qui a vu tous les films tous les Universal Monsters quand il était adolescent dans les années 30, et c'est quelqu'un qui vivait sur l'idée d'une mythologie de ces films invisibles après-guerre, et qui n'a cessé de chanter la légende de ces films-là, chanter la légende de Lugosi, de Karloff, dans toutes sortes d'articles, ou tout simplement dans différents ciné-clubs, au point que parfois il a été jusqu'à réinventer littéralement ces films-là en inventant des séquences tout droit sorties de son imaginaire. C'est-à-dire que quand il parle du Corbeau, par exemple, de Louis Friedlander ou de La fiancée de Frankenstein, il pouvait aller jusqu'à réinventer des scènes d'orgie sadomasochiste absolument délirantes, qui n'étaient absolument pas dans le film, mais qui a fait rêver des générations de spectateurs. Et Jean Boulet, dans le numéro 1 de Midi Minuit Fantastique, c'est pas lui qui est le créateur de la revue, c'est lui qui parraine la revue, parce que la revue est créée par quelqu'un qui s'appelle Michel Camp, qui dans l'histoire de la presse a été le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, c'est tout le symptôme d'une époque. Mais Jean Boulet va en gros prendre la défense des films de la Hammer en expliquant que ces films sont extrêmement importants parce que c'est le témoignage de ce qu'il appelait la permanence des mythes. Il le fait juste parce que ça lui sert quelque part, c'est un moyen trop beau pour prendre à nouveau la défense des films des années 30, mais en légitimant les films de la Hammer par le biais des films de la Universal, quelque part, c'est celui qui va initier cette espèce de légitimité historique. Il y a eu l'âge d'or Universal dans les années 30, il y a désormais l'âge d'or Hammer dans les années 60, et donc du coup, il offre un nouvel objet, les films de la Hammer, à une génération qui n'a pas connu les films de la Universal et qui n'a pas pu les voir parce que ce sont des films invisibles. Et donc, voilà, on a la naissance de la cinéphilie fantastique avec ce bestiaire-là, celui de la Universal, réinventé à l'aune Hammer Film. Et donc, c'est vraiment une espèce de glissement, et c'est quelque chose de très très important parce que la naissance de la cinéphilie fantastique, c'est ce qui va donner lieu donc à une revue, Midi Minuit Fantastique, mais aussi à des salles spécialisées, le Midi Minuit à Paris, bientôt le Brady, le Colorado, et puis dans les années 70, à l'émergence des fanzines, ça ce sera Mad Movies, ce sera l'écran fantastique, puis toute une kyrielle de titres qui auront proliféré à ce moment-là, et c'est ce qui fait que cette cinéphilie a proliféré jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'essentiel de ce point de vue-là, l'Universal Monster, c'est quelque part un drapeau, c'est un signe de ralliement, c'est quelque chose qui nous relie les uns et les autres quand on aime le fantastique. Et à la fin des années 70, donc, il va y avoir à nouveau au sein du studio Universal différentes tentatives de réappropriation finalement de cet univers-là. Il y aura Le Loup-garou de Londres, de John Landis, qui est peut-être quelque part l'un des premiers films un petit peu post-modernes, parce qu'on cite les films des années 30, les personnages citent les films des années 30 dans le film, et en même temps on est dans un vrai film de loup-garou. Il y aura la tentative de Dracula de John Badham, un petit peu ce qu'on a appelé le Dracula disco de la fin des années 70, John Badham qui venait de faire La fièvre du samedi soir, mais qui est un film que personnellement j'aime beaucoup et qui essaye de renouer avec le geste du Dracula des années 30, c'est-à-dire qu'on essaie de réadapter non pas le roman mais la pièce de théâtre, et dans le rôle titre on va chercher quelqu'un qui vient d'incarner Dracula sur les planches. Dans les années 30 c'était Lugosi, là c'est Frank Langella, donc on a une tentative comme ça de retour aux sources. Et donc voilà, on est dans cette période-là, dans un moment donné où l'univers
de ces monstres classiques échappe à la Universal, et en même temps la Universal se pose la question de finalement comment se les réapproprier, alors que la Hammer a réussi à en faire quelque chose, que la Hammer elle-même est tombée en décadence dans les années 70, un petit peu de la même manière que la Universal dans les années 40, et donc il y a tous ces questionnements-là dans lesquels on est un petit peu toujours aujourd'hui, hein. C'est toujours la question souterraine, comment refaire des Universal Monsters au sein de la Universal aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'à la fin des années 90, il va y avoir cet accident heureux avec la sortie de la momie de Stephen Sommers. Accident heureux parce qu'effectivement il s'agit de répondre à la concurrence de la sortie de Star Wars épisode 1, et contre toute attente ce film assez libéré effectivement de la série originelle, hein, des années 30-40, parce qu'on n'est plus dans une sorte d'Indiana Jones, ce film va avoir un gros succès au box-office. Ça va plutôt bien marcher. Alors pourquoi ça a marché? Parce qu'effectivement, peut-être que ce mythe-là est moins codifié que les autres. Autant Dracula, Frankenstein, ce sont des choses très précises, qui codifient un certain rapport à la mort en termes d'imaginaire, à travers vraiment, il y a des codes très, très précis. Autant le mythe de la momie, c'est quelque chose de plus flou, ça vient pas d'une source vraiment littéraire, mais ça vient plutôt d'une anecdote célèbre devenue légendaire, c'est la découverte de la tombe de Toutankhamon, et puis la malédiction qui a suivi, enfin, prétendue malédiction alimentée par la presse. Donc c'est quelque chose, un canevas un petit peu plus flou. Et donc du coup, on peut faire beaucoup plus facilement un petit peu ce qu'on veut avec ce canevas-là. Donc le film a du succès à la fin des années 90, et on va proposer à Stephen Sommers finalement de réinventer tout le catalogue avec un film qui s'appelle Van Helsing au détour des années 2003-2004 dans ces eaux-là. Et le film est un petit peu symptomatique finalement des tendances du studio à l'époque, et en même temps peut-être de son absence de clairvoyance, parce que ce film, c'est finalement un petit peu ce qu'on va faire plus tard avec les Avengers, quand on va réunir un petit peu tous les monstres. Donc là, en l'occurrence, enfin, chez Avengers, tous les super-héros, mais ici tous les monstres. Donc là, Dracula, Frankenstein et compagnie. Sauf que le studio a oublié finalement que dans l'histoire du cinéma fantastique, à chaque fois qu'on a réuni tous les monstres, c'était pour des raisons précises. C'est parce qu'il y avait premièrement une sorte d'essoufflement, et deuxièmement parce qu'on assumait l'idée d'une certaine décadence des formes. Dans les années 40, les films d'Ercy Quinton, ils sont réussis parce que précisément, on assume l'idée d'une décadence et on va jusqu'au bout l'idée d'une démesure. C'est ce qui fait leur qualité propre, c'est ce qui fait que ces films se distinguent des grands classiques des années 30. Dans les années 70, quelqu'un comme Jess Franco, quand il réunit lui aussi tous les monstres, il a exactement la même idée. Il parle de la décadence des formes, et là, en l'occurrence, il fait référence aussi au film de la Universal parce qu'il aime ça, mais il parle aussi de la décadence des formes du cinéma d'épouvante des années 60-70. Lui-même, Jess Franco, il est apparu au cinéma en faisant une réponse au film de la Hammer, lui en l'occurrence, avec le Dr. Orloff, et donc du coup, voilà, on est dans la décadence des formes. Eh bien, Universal, pas du tout. Ils comprennent finalement pas très bien leur propre catalogue et leur propre univers quand ils font ce film-là. Et encore une fois, Dracula, Frankenstein, ce sont des mythologies très codifiées. Si on les met les uns en présence de l'autre, quelque part, le risque, c'est que ça s'annule. Dracula, c'est un certain rapport magique à la mort, c'est une forme de survivance par l'idée d'un désir presque surhumain. C'est le fameux plan sur Nosferatu qui s'élève de la tombe. Voilà, il s'élève de la tombe parce qu'il est mu par un désir hors du commun. Enfin, c'est toutes les réutilisation, propre mythe, etc. Et à l'inverse, Frankenstein, ce serait un rapport beaucoup plus scientifique à la mort. Voilà, c'est comment survivre à la mort en trouvant la formule scientifique pour le faire. Mais c'est pas du tout ce que fait la Universal en 2004. On a quelque chose de beaucoup plus balourd à ce moment-là. Et puis surtout, sur le plan esthétique, on ne sait plus du tout où on se situe. C'est un film épileptique, c'est un film presque réalisé sous cocaïne. On comprend plus rien. On est très très loin de la logique très poétique, très posée, propre au Universal Monster, qui avait parfaitement respecté, par exemple, dans les années 70, quelqu'un comme Mel Brooks, quand il fait une parodie de Frankenstein, Frankenstein Junior. C'est un film, quelque part, aussi beau que ceux des années 30. Le Van Helsing de 2004, c'est un film laid. Voilà, on se souvient d'aucune figure monstrueuse, il y a la création d'aucune silhouette marquante. Un monstre, ce qui est important au cinéma, c'est l'invention d'une silhouette. Ben là, il n'y a aucune silhouette dans Van Helsing, ça ne marche pas du tout. Et donc, du coup, c'est un échec qui va rester sans lendemain. Et
on va, dans les années 2010, voir réapparaître l'idée de comment finalement refaire marcher cet univers-là. Et on va avoir l'idée de l'apparition de ce qu'on a appelé le Dark Universe. Donc il y en a eu un premier essai, avant que ce soit officiellement le Dark Universe, qui s'appelait Dracula Untold, en 2014. Mais là, encore une fois, on ne sait plus très bien où se situe, on ne sait plus comment traiter les monstres. On veut faire un Dracula, mais on le traite presque comme un personnage de super-héros. Et là, alors évidemment, on comprend pourquoi, parce qu'il y a ce succès de tous les super-héros depuis des années maintenant, hein, avec les Marvel, avec les Batman de Nolan, avec les Spider-Man de Sam Raimi, et puis enfin, tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Mais encore une fois, Dracula, ça n'est pas un super-héros. Dracula, c'est un monstre, c'est une malédiction, et donc on ne peut pas le traiter de la même manière. Et donc du coup, encore une fois, c'est une espèce d'échec. Et puis arrive l'émergence officielle de ce qu'on va appeler le Dark Universe, avec la momie qui a été réalisée en 2017, avec Tom Cruise. Et encore une fois, je dirais que c'est fait quelque part en dépit du bon sens, parce que s'il s'agit de réactiver toutes les figures monstrueuses des années 30, eh bien, il faut bien comprendre que dans les années 30, on n'est pas dans une logique de franchise, on est dans une logique d'un imaginaire commun qui se perpétue peut-être d'un film à l'autre, mais de manière beaucoup moins figée que dans ce qu'on appelle une franchise, avec un univers très, très structuré. Dracula et Frankenstein ne cohabitent peut-être pas dans les premiers films ensemble, mais ils vivent dans une espèce de Transylvanie commune, et puis ils finissent par se rencontrer dans une logique de décadence, décadence dont le public est finalement complice. Là, dans le film La Momie avec Tom Cruise, on sent qu'on va aller vers quelque chose de très structuré qui va quelque part désactiver les mythes. On ne comprend pas très bien pourquoi le Dr Jekyll va servir de fil conducteur à tous ces films-là. Et puis on ne comprend pas très bien aussi pourquoi on va chercher des grandes stars comme Tom Cruise, là où précisément ces films-là n'avaient pas besoin de grandes stars exogènes. Ce qui a quelque part créer des stars propres genre, c'était de prendre un acteur comme Lugosi dans le rôle de Dracula ou de Karloff dans le rôle de la figure monstrueuse, et littéralement, ils explosaient à l'écran dans ces rôles-là, et ils avaient fini par avoir les faveurs du public. Mais là, en l'occurrence, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Que vient faire un Tom Cruise qui cabotine à mort là-dedans ça tue le film finalement. On voit plus les monstres, on voit Tom Cruise qui fait un énième film à la Tom Cruise et a priori ce Dark Universe est mort-né, parce que si j'ai bien compris, récemment on a annoncé que finalement le projet de remake de La fiancée de Frankenstein qui va sortir, je ne sais plus si c'est en 2018 ou 2019, finalement il n'appartiendra pas au cycle du Dark Universe. Donc du coup voilà, on voit bien que Frankenstein se cherche. Et finalement, aujourd'hui, la pérennité de Universal Monster, eh ben, elle est beaucoup plus chez quelqu'un comme Guillermo del Toro, où, par exemple, quand il fait Hellboy 2, on voit qu'il fait un hommage évident à Frankenstein, à toutes les figures monstrueuses des années 30 dans ce film-là, où plus globalement, dans toute sa filmographie, on voit que c'est quelque chose qui court d'un film à l'autre. On voit l'héritage d'Universal Monster dans tous les films de Tim Burton depuis 30 ans, de manière très claire. On voit l'héritage d'Universal Monster, même si ça passe par le prisme de la Hammer dans une série comme Penny Dreadful. Et donc voilà, en fin de compte, les Universal Monster, ce sont des classiques. Et donc, parce que ce sont des classiques, ça appartient à tout le monde. Et ça, c'est peut-être le drame de l'Universal aujourd'hui, c'est que ça leur appartient plus. Même si ça fait partie de leur catalogue, il faut qu'ils acceptent le fait que s'ils veulent réinventer tout ça, il va falloir être beaucoup plus audacieux qu'en étant dans une espèce de marvelisation d'un catalogue.